Bonjour à tous et bienvenue dans cette sortie de projo consacrée à Hacker. Oui. Hacker ou Hacker, je ne sais Hacker. plus. Oui, il y a de la poussière sur mon micro. Hackers, c'était un film des années 80. Voilà, oui, c'est vrai, c'est ça. Donc, le nouveau Michael Mann. Donc, petite sortie de projo, parce qu'on pense pas qu'on va faire une zone libre bientôt. Donc, on s'est dit, on va faire une petite sortie de projo quand même sur le Michael Mann. Parce que Michael Mann sort un film à peu près tous les 6 ans maintenant. Et que du coup, autant en parler, parce qu'on n'aura peut-être pas l'occasion d'en reparler tout le temps. Et donc pour ça, eh bien, c'est Fabien qui m'a rejoint. Bonjour. Un peu le spécialiste qui a fait une thèse sur Michael Mann. Mémoire. Il me l'a signé. Il te l'a signé, oui, il l'a signé et tout. Donc le spécialiste un petit peu de Mann à Cinefuzz. Et en tout cas, voilà, c'est vrai que c'est un retour qui est intéressant. Même si le film, on va un petit peu présenter le film rapidement. Donc c'est un film sur le hacking, donc sur le piratage informatique, avec Chris Hemsworth, donc Thor, et c'est son nouveau film depuis, il avait fait quoi? Il a fait Public Enemies avant, 2009, qui était un peu, je trouve, passé un peu inaperçu. Voilà, on l'avait pas adoré, mais les gens l'avaient, c'était un peu dans le vent. J'étais un peu déçu. Et mais c'est quand même un de ses plus gros budgets. En tout cas depuis Miami Vice, qui avait été un four. Et ça tombe bien parce que celui-là est aussi un four. La preuve qu'apparemment il ne faut pas donner beaucoup d'argent à Michael Mann parce que vous n'aurez jamais d'un retour sur recette. Ça c'est important. Le film, c'était une réputation absolument exécrable aux États-Unis. Il y a eu pas mal de polémiques aussi. On ne sait pas si Michael Mann, donc ça tu me diras, valide le montage final du film. D'ailleurs comme Miami Vice, qui avait été un peu aussi... Miami Vice avait aussi été un peu remonté avant la sortie du film. Faut dire que Mann, c'est un mec qui se laisse pas faire. Et puis, il y avait eu aussi cette histoire avec un compositeur. Donc là, le compositeur du film, il y a eu 2 compositeurs qui sont passés sur le film. Le dernier compositeur a tweeté un long message pour expliquer qu'il n'était pas responsable de la moitié du mix. Avec Gregson Williams. Voilà, et qu'il n'avait pas composé la moitié du film. Et qu'en gros, il refusait d'être crédité sur ce film. Donc c'est un petit peu un gros bordel, mais au-delà de ça, le film se tape des critiques vraiment, vraiment très mauvaises. Et donc il sort en France plusieurs mois après, et d'ailleurs c'est déjà bien qu'il sorte, parce que dans certains pays, notamment en Australie, pays quand même de l'acteur principal, c'est dingue. Le film sort en DVD directement. Donc c'est un peu la déchéance pour Michael Mann, qui je sais pas d'ailleurs s'il va s'en remettre, parce que le pauvre il a 70 piges, donc il a plutôt sa carrière, elle est plutôt derrière lui que devant. Et donc, bon, voilà, on verra. Et donc, bon, voilà, en tout cas, le film sort en même temps que la sortie en Blu-ray du Solitaire, qui revient. Chez Wildside. Donc nouveau master, etc. Donc, on parle beaucoup de Michael Mann quand même en ce moment. Ils ont réussi à faire un petit événement là-dessus. C'est marrant parce que c'est pas du tout les mêmes boîtes de prod, mais de distribution et d'édition, je veux dire. Il y a une bonne concordance. Il y a une bonne concordance. Qui fait qu'en France, on sent quand même un meilleur retour sur le film. Donc ma question c'est est-ce que tu es plus américain ou plus français là-dessus? Est-ce que tu as aimé Black Hat? Moi je suis plus moi-même déjà parce que j'ai une perception très personnelle. Tu es un citoyen du monde. Non, je suis un citoyen du monde et vu que Michael Mann, comme tu l'as dit, je l'ai étudié de long en large en travers. Black Hat c'est un petit peu le retour du Mann que j'aime en fait. Sauf que là il aborde un sujet qu'il n'a jamais fait auparavant, c'est-à-dire il fait un techno-thriller. Chose qu'il n'avait jamais fait auparavant. Même si on avait dit qu'il y avait quand même des bribes dans Miami Vice avec la fameuse clé USB qui allait de main en main dans les cartels, etc. Et qui montrait le côté mondialisation de la criminalité. Tout à fait, même si ça restait quand même un polar avant tout. Quoi. Mais disons que moi j'avoue que, comme tout film de Michael Mann, je les attends pas en amont. J'attends qu'ils sortent parce que je sais que ce que je vais avoir, ça va pas être sur les photos de production, ça va pas être sur les photos, ça va être à l'écran, ça va vraiment être à l'image, les sensations du truc, parce que Michael Mann, c'est pas un cinéaste de l'émotion, c'est un cinéaste de l'immersion. Et Hacker, à ce niveau-là, c'est une immersion totale. Il veut que tu sois ici et maintenant avec les personnages, comme c'était le cas sur Miami Vice, comme c'était le cas sur Collateral. Et il a pas fait un film politique sur le hacking, sur les enjeux mondiaux du cyberterrorisme. C'est pas sur Julien Assange. Il a pas fait ce qu'il a fait sur Révélation. Même avec, si, on peut y penser quand même. Même si effectivement on voit les politiciens chinois, les flics chinois qui parlent. On voit les rapports géopolitiques avec la NASA, la NSA, la FBI et tout ça. Mais fondamentalement, c'est pas ça. Fondamentalement, le film, c'est un film de genre, c'est un film de traque, un film d'action.
Oui, mais c'est aussi un film sur les relations. Non, mais comme les 3-4 derniers films du bonhomme, c'est un film qui se concentre sur un couple. Et sur le début d'un couple et sur les liaisons entre le couple. Quoi. Ça, je le retrouvais dans Public Enemies avec Marion Cotillard. Selon les films, c'est quand même vachement... sur Collatéral, c'est pas pareil. C'est un rapport Tom Cruise et Michael J. Fox, à moins que j'ai loupé une scène. C'est qui t'a dit Michael J. Fox. J'ai dit Michael J. Fox. Jamie Fox, pardon. Voilà, il y a pas de. C'est plutôt une histoire d'amitié, c'est sur les rapports. Même si ça parle toujours de relations et comment se connecter avec le monde, etc. Donc t'as bien aimé le film? J'ai beaucoup aimé le film. Franchement, j'ai passé un super moment. C'est pas mon Michael Mann préféré. Je pense pas que c'est le film qui va vraiment dont on va parler dans 20 ans, quoi. Mais je trouve que c'est il continue toujours son boulot sur le digital, toujours des expérimentations visuelles assez dingues. Et je trouve ça génial. À l'heure où il y a ce débat sur le numérique 35 mm, de voir un vieux de la vieille qui continue à fond ses expérimentations, même encore plus à l'extrême que ce qu'il a fait avant. Non mais je veux dire, c'est dingue. Ouais. On a des mecs comme Nolan qui prônent le 35 mm parce que ça fait plus cinématographique, et t'as un mec qui va à fond dans le digital. Mais c'est cinématographique. Ça lui va bien. Ça lui va bien parce que ça permet de créer l'immersion dont lui il a besoin pour son histoire, en fait. Ouais, mais surtout il y a quand même par rapport à Miami Vice et surtout à Public Enemies, c'était quand même le début du numérique et il y avait encore des petites fautes. C'est-à-dire il y avait des essais vidéo, je me rappelle de certains moments très granuleux dans Miami Vice où vraiment tu voyais tu te sentais dans une vidéo, etc. Tu vois qu'ils testaient. Tu avais des changements chromatiques même au sein de l'image. Ils utilisaient la Viper encore, donc c'était une des premières caméras numériques vraiment cinématographiques. Très lourde, et là maintenant c'est bon, on est sur de la Red ou de la Alexa, je sais pas c'est laquelle là-dessus, mais bon, il y a un truc qui s'est développé, donc on sent c'est bien plus maîtrisé en fait. Et depuis le temps il a su gérer, je pense, encore mieux que ce qu'il avait à l'époque, parce qu'il y a quand même eu beaucoup d'années entre ces derniers films. Bien sûr. Et Miami Vice, on était encore au début. Enfin, on était au début de l'apogée du numérique. C'était pas encore du tout vulgarisé, hein, c'était genre... il utilisait encore... Il alternait 35... encore le 35. Il alternait 35 mm et numérique. Et ça se voit encore plus sur les films d'avant, mais ce qui reste finalement aujourd'hui, c'est son utilisation du digital et du rapport avec les acteurs, qui est complètement différent des autres cinéastes. C'est-à-dire, il laisse les acteurs jouer, des fois il crée des pauses dans le montage, des fois on reste avec les acteurs qui ne disent rien, mais... C'est à chaque fois pour créer cette sensation de ici, maintenant. Par exemple, tu as des plans de réunion où les mecs sont là, ils se regardent mais ils disent rien. C'est vraiment pour créer, je pense, des instants de pause, des instants de blanc, dans les non-dits aussi. C'est ça qui est intéressant. Il y a une utilisation ici quand même beaucoup plus massive des effets digitaux, notamment au début avec l'explosion de la centrale nucléaire chinoise, où on a tous ces plans de circulation de l'information au sein des réseaux informatiques. Alors ça, justement, c'est intéressant parce que, alors, le film, moi, je le vois pas mal en parlant des retours aux États-Unis, parce que c'est intéressant de voir un peu. Il y a eu pas mal de films sur le hacking récemment, en plus. Il y en a eu depuis des années, et est-ce que tu as trouvé ça cliché, le fait de rentrer dans les ordinateurs comme ça, d'avoir le monde numérique, parce que là on a plein d'entrées. L'idée, comment montrer le codage, le hacking, comment on pirate, et l'idée c'est comment on montre ça. Ouais. Et la façon dont Mann l'a abordé, et pour certaines personnes c'est super bien, et pour d'autres c'est encore une fois trop abstrait, trop, tu vois. Bon, moi je suis pas informaticien, je suis pas codeur, donc j'avoue que ça m'échappe un peu, et je pense que Mann s'en fout fondamentalement de la manière dont ça fonctionne, même si c'est quelqu'un quand même qui se documente beaucoup sur ces sujets, mais en tant que film, je trouve que la manière dont il fait partager cette information avec les points lumineux, on voit ces espèces de flashs qui voyagent au sein même de la structure, ça fonctionne. Tu comprends l'idée. Oui, puis ça marche dans son style. Je trouve que c'est assez beau. Je sais pas, il y a quelque chose de beaucoup plus abouti qu'il y a eu dans d'autres films qui pourtant, il y a toujours eu les moments où tu rentres dans l'ordinateur, etc. Mais c'était toujours plus abrégé, plus speed, plus regardez-nous les effets visuels, alors que lui, la première partie du film, il passe quand même bien 5 minutes dans ces putains d'ordinateurs et dans les fils. Mais c'est ça. Et à un moment, tu sais plus où t'es, et bon, tu es dans de l'abstrait, et c'est intéressant parce que c'est quelque chose, j'ai l'impression qui l'intéresse. Moi, alors,
le film, j'ai trouvé ça vachement bien. Enfin, j'ai trouvé... Enfin, la première partie, j'étais là en train de me dire, putain, le mec, il est en train de me faire un truc de fou, quoi. Je trouvais vraiment que c'était excellent. Et après, la seule petit détail auquel je pourrais dire, bon, il y a quelque chose, c'est sa caméra épaule, parfois, conjuguée aux effets visuels et à toute sa recherche de lumière. J'ai l'impression qu'il va de plus en plus dans l'abstraction, que ce qui l'intéresse le plus, c'est le visuel des images, et parfois le mouvement, tu sais, mais un mouvement comme si c'était... oui, c'était un peu saccadé. Comme si c'était une forme, etc. Et plus du tout ce qu'on voit à l'écran. Du coup, le montage passe parfois un peu au second plan, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Et du coup, il y a des moments dans le film où je savais, notamment les scènes de gunfight, où j'avais parfois tendance à un peu plus trop cibler où j'étais. Où je sais plus qui était en train de se faire tuer et quoi, je savais plus où on était dans le groupe, parce que je sentais une espèce de... Et en même temps, c'est super beau, mais en même temps, j'avais un problème de visibilité totale de l'action, là où je me rappelle de la gunfight dans Hit, où tu sais où est chaque perso, et tu suis le truc parfaitement. Là, il y a un moment donné, je me dis, putain, je sais pas où je suis. Alors peut-être c'est ce qu'il veut faire aussi. Peut-être qu'il veut faire une confusion, parce que la scène de fin que tu vois dans la bande-annonce, dans les foules, là, qui est magnifique, c'est une scène pareil où tu comprends pas, où tu as du mal à te situer, mais en même temps là c'est volontaire. Donc mais la scène, mais je pense qu'en Blu-ray chez toi, ça va gagner en qualité. Je pense que vraiment les couleurs ressortiront beaucoup plus que sur une projection grand écran, à mon avis. Je pense. Ce qui est dommage, c'est qu'en plus il sort pas dans beaucoup de salles, donc tu l'as pas dans les meilleures salles numériques de France, parce que le film est quand même bradé, quoi. C'est plus ou moins le 3e film de la semaine, c'est-à-dire que on vous parlera plus de Burton et de Un homme idéal que de ce film-là. Ce qui est dommage, parce que c'est dommage, si le film avait marché, ça aurait été la sortie du mois, quoi. Ça fait figure de contre-événement, en fait. Ouais, c'est ça. Et c'est vraiment dommage. C'est bizarre, hein. Moi, je sais que hier, quand j'ai vu le film, donc hier avant qu'on tourne la vidéo, j'ai vu un public que j'avais pas forcément vu dans d'autres films de Michael Mann. Il y avait un public de jeunes, parce que les gens ils se disent, ok, hacker plus Chris Hemsworth, on y va. Et je pense que les gens s'en foutaient que ce soit Michael Mann. Pour la visibilité, peut-être que c'est ça, il me manquait le marteau et la grande cape rouge, où là j'aurais repéré tout de suite où il était. Parce qu'il y a des moments, je ne sais pas où il est. Exactement. Non, mais après il y a des trucs où moi j'étais assez saisi dès le début, où tu vois ces espèces de plans satellites de la Terre, on se rapproche petit à petit d'un pays où finalement tu vois tous les réseaux qui parcourent la Terre, puis ensuite on va se focaliser sur les réseaux au sein même des ordinateurs. Je trouve ça assez formidable. Voilà. Mais disons qu'il y a plein de trucs. Il y a ces codes couleurs qui n'ont pas changé. Il y a toujours ce bleu dominant. En plus, il filme l'Asie. Alors, c'est la première fois qu'il filme l'Asie. Hong Kong. Hong Kong. C'est vachement beau, quoi. Hong Kong, pourtant toi et moi on a vu des films hongkongais, mais moi j'ai jamais vu Hong Kong filmé comme ça. Parce qu'il prend le temps, je pense, de avec le numérique, de mettre en image des choses qui l'intéressent par rapport à la lumière, par rapport à la nuit, que d'autres cinéastes peut-être n'ont pas forcément le temps ou l'envie de faire. Mais il y a aussi un truc qui est très intelligent, c'est que le film a été produit par Legendary Pictures. Et s'ils ont fait le film en Chine, c'est comme Pacific Rim, c'était pour le vendre au marché chinois, et ils ont dû dire, si le film se plante, parce que le film est quand même classifié R, c'est-à-dire interdit au moins 17 ans aux États-Unis, c'est un film qui est quand même assez violent. On a quand même un pays de backup qui est la Chine. En plus, on a une actrice chinoise qui est très mignonne, la Tang Wei, qui servira, on va dire, de tampon pour le marché chinois si jamais le film se plante aux USA. Donc, ils ont quand même bien pensé leur coup. Après, le film, c'est, comme tu as dit, c'est ramasser la gueule, mais d'une force hallucinante, c'est-à-dire 75 millions de dollars de budget pour un box-office de 7 millions. Ça me surprend pas, parce que je trouve qu'il est vraiment dans la foulée de Miami Vice, un des plus grands films, un des plus grands polars des années 2000, on le rappelle. Les gens l'oublient parce que les gens ne se rappellent pas de ça. Mais c'est un des meilleurs polars des années 2000. Revoyez-le, les gens qui ont un peu mal vu par rapport à la série télé et tout, ça n'a rien à voir, c'est pour ça. Et c'est-à-dire que c'est quand même vachement radical. Enfin, en termes de comment j'actionne l'action, comment le film se termine, comment le film commence, par des manières très abruptes, le côté épuration le plus possible. Bien sûr. Le côté, comme je disais, abstrait de la mise en scène, on est quasiment dans l'œuvre d'art, dans un film, dans un actionneur. Et c'est un peu normal. Moi, je dis, franchement, je suis producteur. Alors, si je mets de l'argent parce que je kiffe Man et que j'ai envie qu'il me fasse un chef-d'œuvre, et franchement, je trouve que ce film est un très grand film sur l'internet, sur le virtuel. Enfin, vraiment,
Sur le 2.0. Ouais, mais c'est vraiment passionnant, et c'est vrai que c'est intéressant. Par exemple, le moment où il pirate la bourse, c'est un truc, moi j'avais lu plein de trucs là-dessus, parce qu'il y a eu un krach boursier informatique à la bourse il y a plusieurs années, où la bourse ils ont perdu des milliards qui ont été rebootés en fait. Oui. Donc il y a comme des chiffres qui ont été séparés à cause d'un bug d'un logiciel. Donc c'est toute cette idée-là de pouvoir pirater la bourse, c'est un truc qui passionne les hackers depuis longtemps. Donc quand on fouille un peu, on se dit que c'est quand même le mec qui a le mieux représenté ça, même si franchement il n'avait pas des masses de concurrence, c'est quand même le meilleur, quoi, le meilleur. Mais en même temps, si je suis producteur, je vois le film, je me dis c'est évident que ce film ne marche pas. C'est évident que ce film ne marche pas, il est trop radical, comme d'ailleurs Miami Vice. Ce sont des films trop adultes dans des pays d'adolescents, en fait. C'est ça. Et de nostalgiques aussi. Donc, et moi, ça me sidère parce que je vois les critiques, et c'est là où je voudrais pousser mon petit coup de gueule. Je t'en prie, qui est légitime. Alors, entre ça et Chappie, je suis fatigué de voir à quel point on est en train de s'infantiliser par rapport au divertissement. Grave. J'adore Avengers. Je suis le seul à Cinéphos à le défendre, Avengers. Mais on peut pas avoir que Avengers. On peut pas avoir que du divertissement. Le cinéma, ça peut pas être que ça. Et je dis ça parce que ces films-là, qui sont des films un peu plus pour adultes, parce que pourquoi les gens ils aiment pas ? Les gens ils veulent des films pour adultes. Mais pour eux, film pour adultes, ça veut dire du sang partout et des explosions et ouais, regardez, gros fuck quoi. C'est de trucs d'adolescents, de première base, de comment on alimente nos plus bas instincts, quoi, du cul, du sang et tout. C'est pas ça ce film-là. Ce film-là, c'est un film d'adulte qui parle de rapports entre adultes et qui parle de géopolitique et avec une mise en scène absolument hallucinante. Alors c'est assez tétanisant. Mais... Et les gens, j'ai l'impression que les gens, enfin moi j'ai vu des critiques aux États-Unis qui taxaient le film comme étant l'un des plus mauvais de l'année dernière, parce qu'il est sorti l'année dernière, et comme un des films les plus ridicules de l'année, quoi. C'est hallucinant. Alors quand ils disent qu'ils trouvent, parce qu'ok, il a ses lunettes de soleil, on a un truc très Michael Mann quand il marche et tout au début, c'est des hackers mais ils sont quand même beaux gosses et tout, c'est clair qu'il y a un truc très charismatique, mais c'est Michael Mann il n'a jamais fait du réalisme, il fait de l'hyper-réalisme, c'est de la stylisation, il stylise toujours, quand il fait Miami Vice il stylise aussi énormément, mais de toute façon ce personnage c'est des espèces de demi-dieux, les mecs vous trouvez ça plus ridicule qu'un type en cape avec un marteau, c'est ça. Là je comprends pas et je me dis il y a un souci de et le film s'est quand même planté au même moment qu'il y avait le piratage de Sony. Le Soniac, ouais. Et c'est quand même dingue, c'est-à-dire qu'au moment où les gens ils disent c'est ridicule ce qui se passe, c'est tout pourri, mais c'est de la merde et tout, à ce même moment-là, l'une des plus grandes majors mondiales, l'une des plus grandes boîtes mondiales, se fait hacker par les Nord-Coréens, donc, et qui pose un problème géopolitique majeur, qui a quand même des conséquences cinématographiques et mondiales pour tout le truc. Et d'ailleurs ça arrive aussi avec des sites islamiques et la France juste après les attentats, il y a eu aussi du piratage et tout, qui prouve qu'en gros les gouvernements sont absolument à la ramasse à ce niveau-là, et qu'il y a un vrai problème, et clairement c'est un des sujets centraux du monde en ce moment. Bien sûr. Et qu'il va falloir y penser, on est tous en plus en train de parler sur internet et tout, et c'est quand même, je suis désolé, Mann qui est le plus en avance, et c'est pas en se disant qui c'est qui va, est-ce que Spider-Man il va être dans Captain America ou quoi, et ça me gêne pas, hein, mais c'est pas que ça peut pas être ça le symbole mondial du cinéma, quoi. C'est pas possible. Du cinéma de divertissement en plus. Donc c'est la fin de mon coup de gueule. Mais voilà, ça m'énerve parce que vraiment ce film. Et il y a aussi un autre truc, c'est que je trouve que les gens sont nostalgiques. Ces gens ils vont dire ouais mais c'est pas Hit, ouais mais c'est pas Le Solitaire. Bah ouais, mais oui. Mais la deuxième partie de Michael Mann, depuis qu'il est arrivé au numérique, a atteint quand même des sommets dans une autre direction, qui est que moi j'aime autant le Michael Mann de Hit que le Michael Mann de Collateral et de Miami Vice, et une sorte de trilogie comme ça numérique qui est absolument passionnante sur notamment les rapports de gens dans des villes, dans le monde entier, etc. Mais je suis d'accord, et ce qui est génial d'autant plus avec Hacker, c'est que c'est pas un film qu'il a écrit, c'était un projet clé en main, comme l'était Collateral à l'époque. Donc du coup, ce qui est génial, c'est qu'il a réussi dans ce scénar-là, alors je sais pas si lui il a retouché le script de lui-même, non, je sais pas. C'est qu'il a réussi à mettre toutes ces thématiques du mec auquel on va proposer ce pacte qu'il va pas pouvoir refuser, l'idée de la jeune fille, enfin de la femme qui va se transcender en aidant son mec, et puis même le héros manien, il est là, je veux dire, c'est vraiment ce bloc minéral qui assume ses actes. Été comme ça, quoi. C'est toujours des mecs musclés, tu regardes le Sixième Sens, même De Niro, hein.
Oui, même De Niro. Mais il y a des récurrences. T'as des récurrences parce qu'à un moment donné, il y a une scène de dialogue qui est excellente entre lui et la fille dans un restaurant, qui évoque la scène de dialogue dans le Solitaire où il dit ouais, moi j'assume ce que je suis, le temps et tout ça, ça n'a pas d'importance, machin. Il dit ce genre de truc. Donc il y a le héros existentiel qui a conscience de sa place dans le monde et de sa non-importance aussi dans le monde, c'est ça qui est aussi important, mais aussi il y a ce côté le mec qui va faire de la traque du méchant un truc personnel à mi-parcours du récit, comme le Sixième Sens où il dit putain mec je vais t'avoir, je vais te traquer, parce que le mec a besoin de passer à autre chose une fois que la traque est finie en fait. Mais non, après il y a des trucs visuellement que vous verrez nulle part ailleurs. Et vous avez non, mais tout le monde est en train de je vais dire une bêtise. Tout le monde est en train de se toucher. Sur le prochain Fast and Furious. Alors, ok, ça a l'air gonzo et ça a l'air drôle. Mais ça, c'est un vrai actionneur, quoi. Enfin, les mecs, à un moment donné, même la scène. Alors, je parlais d'un problème de visibilité, ça reste quand même excellent en termes ne serait-ce que de son, d'effets sonores, de comment les impacts des balles ils vont sur les blindages. Hein, que tu vois ça, tu fais putain, c'est quand même génial. Comment jamais je vois des impacts de balles comme ça dans des films, et c'est quand même super précis. Il y a une scène où il y a une bagnole qui explose, une scène qui est pivot dans le film. C'est ça. J'étais hors de moi, quoi. J'ai fait la tension qu'il y avait à ce moment-là, et c'est un pivot central pour plusieurs personnages. Qui me rappelle pas mal Miami Vice, parce qu'il y a cette idée aussi de groupes, de bandes qui se créent autour du héros et qui... il y a un basculement. Voilà, il y a un basculement. Oh, putain, mais ça, c'est magnifique, quoi. C'est magnifique. Cette scène, elle est magnifique. Et puis, tu te dis, en arriver là et que tout le monde t'ignore, mais c'est même pas qu'on le défonce, c'est qu'on l'ignore. On s'en fout, on s'en fout royalement. Et j'ai dit, les mecs, à force de regarder sur le côté et ailleurs, déjà on va louper des chefs-d'œuvre comme ça. C'est un problème pour Mann qui a 70 ans et qui va pas pouvoir se relever parce qu'il s'en est pris des fours. Hein. Forteresse Noire, c'est la Forteresse Noire. Oui, Manhunter. Enfin, sa filmographie, c'est quasiment que des ratés en termes de box-office. Mais le mec peut pas se relever tous les 5 ans, surtout quand t'as 70 ans. Donc là, on est en train de rater un mec qui a peut-être tapé dans un des... Enfin, bon. De toute façon, Michael Mann a toujours agi par cycle. Quand Manhunter s'est planté, il s'est mis à fond dans la télé. Ensuite, 6 ans plus tard, Le Dernier des Mohicans, succès, qui lui permet de faire Hit, qui n'avait pas été un carton à l'époque. Hein. Bon, ça a marché, Révélation, ça va. Mais après, bon, il faudra attendre Collateral, qui était un gros carton à l'époque, pour qu'il puisse faire Miami Vice, qui lui s'est pris un four à total. Et encore, faut relativiser, parce que Hacker, c'est pas l'échec... Oui, c'est Michael Mann. C'est pas l'échec de Miami Vice. Miami Vice, c'était 200 millions de budget pour un box-office de 70. Je trouve qu'on n'est pas sûr du budget exact de Miami Vice. Mais c'est un mec, qui a... Soit il a refait un film dans 2 ans, mais il était repassé à la télé, il était passé à pour Luck, ouais. Soit il a fait un film dans 2 ans, soit il faut attendre 7 ans avant qu'il en fasse un autre, soit il en fait plus. Et le problème, c'est que ça fait son 3e film pour Universal, 3e film qui se plante. Legendary, en plus, eux, depuis qu'ils sont passés chez Universal, ils accumulent les échecs. Mais vraiment, c'est assez flippant, donc je me demande si Warner va pas se réveiller et leur dire oh bah non, finalement reviendez chez nous parce que vous manquez. Mais c'est vraiment, enfin, ce film vraiment a conforté certaines choses sur le plan financier pour plein de personnes. Bon, Mann, lui, il a ce mérite, cette chance d'être producteur aussi sur ses films, donc ça fait qu'il perd lui-même pas mal d'argent et on va dire qu'il encaisse une partie des échecs des films. C'est aussi pour ça que le mec il va pas faire un film tous les 2 ans après s'être pris un déficit de 60 millions de dollars, tu vois. Donc c'est un petit peu ça le truc. Mais j'aimerais bien que les gens arrêtent d'enterrer les idées nouvelles, et qu'on arrête cette marvelisation du monde. Moi, ça me gonfle. Non, mais enterrer les gens après leur film soi-disant classique. Oui. C'est-à-dire que c'est comme si, là tout le monde me reparle du Solitaire et tout, et moi j'aime bien le Solitaire, mais tu vois, c'est comme Spielberg, c'est des mecs, pour certaines personnes, en fait j'ai l'impression qu'il y a des gens, c'est plus des nostalgiques que des cinéphiles en fait. C'est-à-dire que les gens, ils ont plus un rapport avec ce qu'ils ont vécu à l'époque, que un moment de dire je vais regarder dans le futur de ce que les mecs ils font. Mais c'est ça. Et c'est incroyable parce que c'est totalement à l'encontre de ce qu'est le cinéma qui est un truc qui avance. Tu vois, pour Spielberg, je fais une petite aparté, 10 ans après la guerre des mondes, je suis encore en train
d'expliquer de A à Z pourquoi la guerre des mondes c'est bien, parce qu'il y a des gens, des nostalgiques, qui n'acceptent pas que la guerre des mondes soit ça bien, mais que il faut forcément s'arrêter à la rencontre du troisième type ou Haïti, tu vois. Et tu dis non, mais. Et là, c'est un peu à Jurassic Park, parce qu'il y a des gens qui ont vécu Jurassic Park, mais c'est tout. Il s'arrête là, et après, Spielberg n'existe plus pour les gens. Même par rapport à Jurassic Park, vite fait, t'es obligé d'expliquer pourquoi le monde perdu, c'est encore plus innovant que Jurassic Park, mais les gens ne veulent pas le comprendre. Mais c'est encore un débat. Mais tu vois, les gens ne regardent pas. Les gens sont à fond sur le côté nostalgique, d'où le 35 mm aussi, je pense. Ils ne veulent pas aller vers le côté progressiste. C'est avec Star Wars, c'est-à-dire que les gens, ce qu'ils veulent, c'est du Star Wars. Mais Star Wars, c'est dans ton coussin. Oui, mais s'il y a une pire innovation, tout le monde est tellement heureux qu'il fasse du 35 mm, et moi je suis là en train de dire, les mecs, pourquoi il fait du 35 mm? Pourquoi? C'est quoi l'intérêt de faire du 35 mm? Il faut juste m'expliquer ça. Moi, ça me dérange pas, je suis très intéressé par la pellicule. Mais pourquoi? Tu vois, quand c'est Tarantino qui fait du 35 mm, qui au passage déteste Miami Vice, les collatérales, mais c'est normal, c'est un défenseur de la pellicule, etc. Oui, bien sûr. Je comprends parce qu'il est dans une optique de faire des films en référence. C'est un cinéaste nostalgique de base, quoi. Voilà. Cinéphilique, quoi. Mais pas Mann. Voilà, mais pas Mann. Et pas Spielberg, qui sont des mecs qui avancent. Et voilà. Et c'est grave, quoi. Non, mais c'est vrai que c'est triste parce que, surtout avec du Marvel, etc., qui pareil d'ailleurs retape sur des trucs d'enfance, etc. C'est ça, le problème, c'est les gens ils aiment bien Guardians of the Galaxy, mais parce que ça rappelle Indiana Jones, parce que ça rappelle plein de trucs, c'est un cinéma nostalgique et référentiel, mais le problème, c'est qu'on s'emballe dans des histoires où t'as des vaisseaux par milliers qui explosent dans tous les sens, mais on sait plus se mettre dans une scène de tension où t'as juste 10 mecs dans un tunnel qui sont en train de se dégommer à 10 mètres de distance et qui sont obligés de se planquer pour pas se faire avoir. Et là, ouais, non mais je suis d'accord. Les gens ils passent à travers ça, alors que cette scène de fight, elle est magnifique, que ça reprise dans les jeux vidéo après, que tu vois dans le jeu vidéo, ne serait-ce que les derniers GTA qui fait 1 milliard, je sais pas si t'avais vu, mais c'est du man pur. Hein. Oui, bien sûr. C'est genre, ils ont juste pris Hit, ils ont fait un truc. Bon, mais il y a une espèce de... Voilà, donc attention les cinéphiles, non, c'est juste un conseil, c'est faites gaffe aux gens qui parlent aussi, parce que c'est vrai que... on a besoin de mecs qui avancent, quoi, qui font des trucs. Et c'est clair que Michael Mann, il a 70 ans et c'est le film le plus dans l'air du temps de cette époque. Pour moi, c'est le taulier, hein, Michael. C'est un des tauliers, Michael Mann. C'est le mec qui va pas arrêter d'aller en avant. Le mec, je pense qu'il a attendu, lui, la révolution numérique pour pouvoir enfin faire les images qu'il avait en tête, tu vois. C'est clair. Bah oui, il y a des moments dans le film. Tu vois, s'il refaisait le solitaire aujourd'hui, il le referait pas comme les années 80. Il le ferait avec sa sensibilité d'aujourd'hui, mais qui est une sensibilité qui s'est construite au fil du temps aujourd'hui. C'est ce qu'on est reproché dans Miami Vice. On est reproché de ne pas faire la série télé. Alors que oui, mais ça aurait été aucun intérêt. Ça n'a rien à voir avec la série télé. Ça aurait été aucun intérêt. Bah oui, mais non, bien sûr, ça n'a aucun intérêt. Même moi, ça m'avait surpris. Hein. Oui, moi aussi, mais j'étais intéressé. Enfin, je me suis dit, dans le bon sens. Oui, c'est intéressant, ça marche. Voilà, on était. Encore une fois, il avait ciblé juste par rapport à l'époque aussi. Hein. Donc bon, allez voir. Je vais dire Black Cat à chaque fois parce que Hacker, c'est un titre qui je trouve pourri. Bah non, Black Cat, bien sûr. Attends, Hacker. Hacker, on dirait un titre de série B des années 90, quoi. Hacker de l'espace. Un truc un peu. Vous savez qu'on est là et tout. C'est vrai que ça marche pas du tout. Mais allez voir ce film parce que c'est vraiment un film passionnant et c'est un super bon Michael Mann. Il faut vraiment pas oublier que ce type est encore un des meilleurs à rester là avec Scorsese, avec d'autres mecs comme moi, ça. Il sera déjà dans mon top 10 de 2015. Moi. Ça va être difficile de faire un actionneur plus... bien que la voiture qui traverse dans Dubaï de Fast and Furious. Plus immersif. Ah ouais, là, moi j'ai hâte de voir la scène les bagnoles qui se défoncent les tours de Dubaï. Tout le monde va dire c'est génial. Oui, voilà. Et là tu dis, on n'est pas dans un monde d'adolescents totalement dérangés qui ne savent plus regarder. Moi aussi, hein, je peux être un adolescent et trouve ça génial. Mais on peut faire les deux. Universal va récupérer du fric là. Oui, c'est ça. On s'en fout. Il y a Fast and Furious 7. Non, 7. Oui, 7. C'est 7, déjà. Bon, en tout cas, dites-nous ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à en parler, à nous écrire plutôt. Nous envoyer vos lettres. C'est ça. Vous envoyez lettres avec des cadeaux et tout. Minitel et tout. Et donc, voilà. Michael Mann. On se retrouve bientôt pour une nouvelle émission. Salut. Ciao.